Bonjour tout le monde. La capsule que vous vous apprêtez à visionner fait partie d'une série de séances condensées en économétrie universitaire. Notre but est de repasser ensemble l'ensemble des concepts et des notions essentielles à votre réussite du cours d'économétrie universitaire. Si vous êtes intéressé par des notions et des concepts plus particuliers, n'hésitez pas à aller voir dans la description du vidéo. Vous allez pouvoir trouver l'ensemble des concepts abordés dans la séance, en plus des chronomètres pour y accéder plus rapidement. Si cette vidéo-ci vous aide dans votre apprentissage de l'économétrie, pensez à laisser un like sur la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une bonne étude et une bonne réussite en économétrie. Déjà de la régression tout le monde et bienvenue à la séance 4 du cours d'économétrie universitaire, ou plutôt je devrais dire du cours condensé d'économétrie universitaire. Dans la séance d'aujourd'hui, on va s'attarder à la régression linéaire multiple. Donc, on a déjà passé plusieurs séances à discuter de la régression linéaire simple, et plus précisément, on a vu comment on était capable de calculer les indicateurs de la régression linéaire simple, donc comment on était capable d'identifier les paramètres de notre régression linéaire, et on avait discuté également de la variance de nos paramètres. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder la régression linéaire multiple. On va repartir de ce qu'on connaît déjà de la régression linéaire simple et on va voir comment est-ce qu'on doit le corriger si maintenant on travaille avec plusieurs variables indépendantes. Donc, on va voir deux choses ensemble. D'abord, est-ce que l'espérance des estimateurs devrait changer? Est-ce que l'espérance des estimateurs va devenir biaisée dans le cas de la régression linéaire simple? Et si oui, sous quelles conditions? Et est-ce que la variance de nos estimateurs devrait également changer? Donc, c'est les deux thèmes qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et on va commencer par juste différencier un petit peu ensemble la régression linéaire simple par rapport à la régression linéaire multiple. Donc, on se souvient qu'ensemble, on travaille avec une régression. Le salaire en fonction du niveau d'éducation. Donc, le salaire est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois le niveau d'éducation. Bêta 1 ici représentant l'effet marginal de l'éducation, plus un terme d'erreur. Et bien maintenant, je veux complexifier la situation. J'ai plus de données, j'ai une meilleure idée de la relation entre le salaire et différentes variables indépendantes. Je veux maintenant inclure une nouvelle variable qui présente la taille du réseau de contact de mes individus. Donc le salaire n'est plus déterminé seulement par le niveau d'éducation, mais également par le réseau de contact de mes travailleurs, de mes individus qui travaillent sur le marché. C'est donc la situation qu'on a présentement. Euh, et on avait également appris à calculer ensemble, la régression linéaire simple. Donc ici, laissez-moi mettre quelques énoncés supplémentaires dans ma régression linéaire simple. On avait donc y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1. Donc ici, sous sa forme générale, je précise x1 pour dire que c'est notre première variable, plus mon terme d'erreur. On avait trouvé des variables pour bêta 1 et on avait trouvé une variance aussi pour notre indicateur. Et ici, on se concentre sur bêta 1 parce que c'est souvent la variable qui est plus intéressante. Donc, bêta 0 est habituellement pas la variable d'intérêt lorsqu'on discute d'une régression linéaire. Génial. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme résultat? On se souvient, bêta 1 est égal à la covariance entre ma variable 1 et ma variable y divisé par ma variance de ma variable 1. C'était notre estimation pour bêta 1. Et on avait également trouvé une variance pour cet estimateur-là. Donc, on avait dit que notre estimateur, on peut lui faire confiance lorsque, par exemple, la variance de Y était faible, lorsque la variable indépendante a très peu de variance autour de ma régression linéaire, et lorsque j'ai beaucoup de variance sur mes variables indépendantes. Hein. Donc, si j'étudie une régression linéaire simple de l'éducation sur le salaire, eh bien, ça l'aide d'avoir des gens qui ont une éducation faible et une éducation très élevée. Donc, avoir un échantillon avec beaucoup de gens qui se situent tout le long de mes possibilités. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. La question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce que ces résultats-là sont encore bons lorsqu'on est dans une régression linéaire multiple? Et on va voir que non. On va voir que ces résultats-là vont changer un tout petit peu. Donc, commençons par l'espérance des coefficients. Je commence par vous montrer, je commence par vous montrer le nouvel estimateur de nos coefficients en régression linéaire multiple. Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Donc, pour la régression linéaire simple, bêta 1,
devait être égal à la covariance entre x et y divisé par la variance des x. Et bien maintenant, pour la régression linéaire multiple, on a toujours ce premier élément-là, mais cette fois-ci, on va lui ajouter bêta 2 plus la covariance entre la variable x1 et la variable x2 divisé par la variance de x. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie mon bêta 1? Ça signifie que mon bêta 1 est biaisé. Mon bêta 1 est biaisé lorsque je ne prends pas en compte la variable x2. On va commencer par calculer ensemble cet indicateur-là, et ça va nous permettre d'expliquer pourquoi bêta 1 est biaisé si on n'inclut pas la variable x2 dans notre calcul, et on va comprendre qu'est-ce que ce nouveau terme-là signifie. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit corriger notre estimation de bêta 1 ici? Donc, excellent. Partons de notre équation de bêta 1 en régression linéaire simple. J'ai ma régression linéaire simple et je sais que bêta 1 est égal à la covariance entre x1 et y divisé par la variance entre les x, entre x1. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais proposer le résultat suivant. Je sais que ma population, mon salaire devrait suivre une loi, une règle de régression linéaire multiple. Donc, je peux l'établir bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus mon terme d'erreur. C'est effectivement la régression que j'aurais dû mettre en place pour ma régression linéaire. Eh bien, substituons le y par cette expression-là. Je me retrouve avec l'expression que bêta 1 va maintenant être égal à la multiplication entre x1 moins x bar multiplié par bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus mon terme d'erreur. Je peux distribuer ce terme-là à ma parenthèse. Je peux distribuer cette multiplication-là, les différents termes de ma multiplication à mon addition ici. Donc, faisons ça. Je me retrouve avec bêta 0 multiplié par l'addition xi moins x bar. Faire la même chose pour bêta 1 x1. Je peux toujours sortir bêta 1 ici parce que bêta 1 est une constante. Donc, j'ai x1i moins x bar multiplié par x1i plus bêta 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon calcul. Donc, on se souvient que ce premier morceau de calcul-là va être égal à 0. Donc, bêta 0 fois la sommation de xi moins x bar. Donc, ici, je devrais mettre même x1i. Là. Donc, x1i moins x bar, ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce que la sommation de x1i moins x bar, ça va donner 0. Donc, bêta 0 fois 0 va être égal à 0. Donc, ce terme-là de l'équation, ce terme-là de l'équation ici, disparaît. Ensuite, j'ai bêta 1 multiplié par la sommation x1i moins x bar multiplié par x1i. Ça va être le terme d'ici. Naturellement, ce terme-là est divisé ensuite par la variance de x. Donc, vous avez essentiellement le même dénominateur et le même numérateur. Donc, lorsque vous allez simplifier ce terme-là, vous allez simplement avoir bêta 1. Si on était en régression linéaire simple, on verrait que ça s'arrêterait là et l'espérance de bêta 1 serait égale effectivement au paramètre de population. Mais là, ce n'est plus le cas. J'ai ajouté bêta 2 x2 à mon équation. Et donc, ce qu'on retrouve ici, on retrouve maintenant le terme bêta 2 multiplié par la sommation x1i moins x bar multiplié par x2i divisé par la variance de x1. Et ce terme-là ici vient donc me dire la chose suivante. Il vient me dire que mon espérance de bêta 1 va être égale au bêta de la population plus une relation avec ma variable x2. Et on va avoir l'occasion ensemble de voir pourquoi intuitivement bêta 1 est donc biaisé à ce moment-là. Pourquoi dans ma population, pourquoi lorsque j'ai ma régression, si j'estimais bêta 1 avec mon équation linéaire dans la régression linéaire simple, j'aurais un biais. Et juste avant de couvrir les raisons de ce biais-là, regardons juste le dernier terme de notre équation si on terminait de développer notre équation. J'aurais la multiplication entre x1i moins x bar multiplié par le terme d'erreur divisé par la variance de x. Et on sait toujours qu'on respecte notre hypothèse de Gauss-Markov. La covariance entre le terme d'erreur et mes variables indépendantes est nulle. Donc ce dernier terme-là de mon équation est également nul. Donc retournons à mon équation maintenant. Lorsque je termine de simplifier tout ça, l'espérance de bêta 1 va être égale à bêta 1 plus bêta 2 fois la covariance entre x1 et x2 divisé par la variance de x1. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que si j'estimais bêta 1 ici, dans ma régression linéaire multiple, si je l'estimais avec l'équation que j'ai vue pour la régression linéaire simple, en moyenne, je vais avoir un biais. Je vais trouver bêta 1 de ma population, plus un biais qui est déterminé par bêta 2 et la covariance entre x1 et x2. D'un point de vue intuitif, comment est-ce qu'on comprend ce biais-là? On comprend ce biais-là comme étant la difficulté de séparer l'effet du réseau de contact et de l'éducation. Ici, je vous donne l'exemple. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une covariance entre le niveau d'éducation et le niveau du réseau de contact? Mais que je ne prends pas en compte le réseau de contact dans ma régression. Si je ne prends pas en compte le réseau de contact, eh bien, je vais me trouver à attribuer à l'éducation un effet statistique qui en fait n'appartient pas à l'éducation, mais qui appartient au niveau de contact. J'ai donc une corrélation entre le niveau de contact et le niveau d'éducation. Et ça, c'est donc un problème. Si je ne prends pas en compte le réseau de contact, tout cet effet-là du réseau de contact, je vais l'attribuer à l'éducation, d'où mon biais. Et c'est pour ça que l'estimation de mon bêta 1 ici serait alors biaisée. Qu'est-ce qui se passe si on a deux scénarios qui peuvent être intéressants? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de corrélation entre x1 et x2? Donc ça ici, c'est ma régression linéaire. J'estime bêta 1 avec l'équation qu'on a vue. J'estime bêta 1 avec l'équation qu'on a vue pour la régression linéaire 5. Donc, qu'est-ce qui se passe si d'abord, je n'ai pas de corrélation entre x1 et x2? Donc, si x1 et x2 ont absolument aucune corrélation, à ce moment-là, le numérateur de mon biais ici va être égal à 0. Et donc, l'estimation de bêta 1 par ma régression, par l'équation qu'on a vue dans la régression linéaire simple, va me donner exactement la même chose. Il n'y aura pas de changement. Et qu'est-ce qui se passe si bêta 2 avait aucun effet sur la variable explicatrice? Donc, si je dis ici le réseau de contact, finalement, ça n'a aucun effet sur le niveau des salaires, eh bien, ça, une fois de plus, ça n'inclurait absolument aucun biais dans bêta 1. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant. Un point qui est intéressant, si j'ajoute plein de variables, si j'ajoute par exemple plein de variables explicatives dans ma régression linéaire comme ça, euh, et que ces nouvelles variables-là que je mets ne sont pas importantes dans la détermination du salaire, eh bien, je ne viendrai pas biaiser mes paramètres. Donc, on a trouvé maintenant qu'on a effectivement un biais lorsque vous avez de la corrélation entre les différentes variables, et ça peut être utile de se faire dans un tableau, le résultat de ces biais-là sur mes équations. Donc, si je calcule bêta 1 dans une régression linéaire simple et que je mets une variable x2, donc moi, comme économètre, je planifie ma régression, y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus un terme d'erreur. Mais vous savez quoi? J'ai fait une erreur. J'aurais dû inclure une deuxième variable x2. Est-ce que ça va créer un biais dans mon évaluation de la variable du paramètre bêta 1? La réponse, c'est ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend d'abord, est-ce que bêta 2 va avoir un effet sur ma variable explicatrice? Donc, est-ce que bêta 2 est une variable utile pour la prédiction du salaire? Et ensuite, est-ce que cette variable utile-là a une corrélation avec la variable x1? Donc ici, on a deux scénarios. En fait, on a quatre scénarios qui peuvent se produire selon deux variables. D'abord, est-ce que bêta 2 est supérieur à 0? Est-ce que bêta 2 ici est supérieur à 0? Et ensuite, est-ce que la corrélation est positive? Donc, si bêta 2 est supérieur à 0 et que la corrélation est supérieure à 0 également, le fait d'omettre la variable x2 va faire en sorte que mon bêta 1 va être surestimé. J'ai un biais positif à bêta 1. J'ai donné de l'impact de bêta 2, l'impact de ma variable 2, je l'ai attribué faussement à ma variable x1. Je peux également avoir d'autres situations. Donc là, vous pouvez regarder le tableau essentiellement ou l'équation. Personnellement, je préfère fonctionner toujours avec l'équation parce que ça fait plus de sens pour moi. Mais si par exemple, vous aviez un bêta 2 négatif et que vous aviez une corrélation positive entre la variable x1 et la variable x2, qu'est-ce que vous trouveriez? Vous trouveriez que votre bêta 1 est sous-estimé. Donc, vous sous-estimeriez, vous auriez un bêta 1, avec un biais négatif dans votre estimation. Maintenant qu'on a déterminé ensemble la relation entre les différentes variables, on a déterminé que la corrélation entre les différentes variables de ma régression linéaire allait affecter le biais de mes estimateurs.
Eh bien maintenant, je dois m'intéresser à la question de variance. Est-ce que je peux faire confiance à mes estimateurs lorsque j'ai une régression linéaire multiple? Et ensemble, dans la régression linéaire simple, on avait une expression pour la variance de bêta 1 qui me disait, ben, c'est la variance de y, sachant x. Est-ce que ma variance varie beaucoup autour de ma régression linéaire, divisée par ma variance de x? Et bien maintenant, on va ajouter un nouveau terme. Lorsque j'ai, et ici je devrais mettre bêta chapeau avec un bêta, un tilde ici pour bien différencier mes deux, la nouvelle variance de mon bêta 1 va rester cette première équation-là, multipliée par 1 divisé par 1 moins r carré j. Donc on a un nouveau terme ici, hein. On a un nouveau terme dans notre équation de la variance, et c'est le terme suivant, 1 moins r carré j. Et ensemble, on va commencer par voir comment est-ce qu'on calcule le terme r carré j, donc le coefficient de détermination j, et ensuite on va regarder c'est quoi l'intuition derrière cette composante-là et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour la variance. Et je crois que ça va faire beaucoup de sens lorsqu'on va avoir vu l'intuition. Donc commençons par la calculer. R carré j, c'est le coefficient de détermination lorsque l'on fait une régression linéaire sur nos variables explicatives, nos variables indépendantes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chose suivante. Moi, j'ai une régression linéaire multiple initiale. Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus un terme d'erreur. Et bien maintenant, moi, ce que j'ai besoin de savoir si je faisais ma régression linéaire entre x1 et x2, quel serait le coefficient de détermination de cette régression linéaire simple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle est la force, essentiellement, de la relation statistique entre x1 et x2? Si, par exemple, j'avais un r carré j est égal à 1, eh bien, le terme 1 moins r carré j serait nul. Et si j'avais un r carré j est égal à 0, le terme 1 moins r carré j serait égal à 1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, cette équation-là, le R carré J vient me dire la force de la relation entre x1 et x2. Et pourquoi est-ce que c'est important? Imaginez-vous que je vous dis la chose suivante. Je vous dis que je peux parfaitement prédire, je peux parfaitement expliquer le comportement de la variable 1 grâce à la variable 2. Eh bien, moi, je vous pose la question suivante. Si je sais que ces deux variables-là s'expliquent mutuellement parfaitement, comment est-ce que je fais pour distinguer l'effet du salaire, l'effet de l'éducation et l'effet du réseau de contact sur le niveau des salaires? Est-ce que c'est attribuable à l'éducation ou est-ce que c'est attribuable au réseau de contact? J'en ai aucune idée, parce que les deux variables fonctionnent parfaitement l'une avec l'autre. Si je suis capable d'expliquer l'éducation avec le réseau de contact, et que le réseau de contact, et que l'éducation, pardon, explique bien le salaire, bien forcément, je suis capable d'expliquer le salaire avec le réseau de contact. Je n'ai pas besoin d'éducation, et vice-versa. Donc, je ne peux pas avoir confiance en l'estimateur que j'estime pour l'éducation et pour l'éducation et pour le réseau de contact, ces mes deux variables s'expliquent parfaitement l'une comme l'autre. Donc, ça fait beaucoup de sens. Et regardons ensemble les points critiques. Imaginons-nous que R carré tend vers 1. Imaginons-nous donc euh, que la variable 1 et la variable 2 s'expliquent mutuellement presque parfaitement. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? J'observe la variance de y divisée par la variance de mes x multipliée par le terme 1 moins r carré. Donc ce terme-là va tendre vers 0. Et quand ce terme-là tend vers 0, eh bien la variance de bêta 1 va tendre vers l'infini. Vous voyez, il y a une grande variance sur bêta 1 parce que je ne suis pas capable de distinguer l'effet de mes différentes variables indépendantes. Notez que si j'avais une relation parfaite entre les deux, r carré est égal à 1, et bien à ce moment-là, ma variance serait juste impossible à calculer parce que j'aurais la variance de x multipliée par 0 et j'aurais donc une division par 0. Et donc, ça nous dit la chose suivante, et c'est souvent une hypothèse de Gauss-Markov qu'on précise, si j'ai une dépendance linéaire parfaite entre mes deux variables indépendantes, eh bien, je ne serai pas capable d'estimer mes paramètres. Excellent. Voyons le cas contraire. Voyons le cas contraire où x1 et x2 ne s'expliquent pas du tout. R carré tend vers 0. Donc, je ne suis pas du tout capable d'expliquer x1 en fonction de x2. Eh bien là, vous allez plutôt avoir une variance de bêta 1 qui va tendre vers la variance de bêta 1 dans le cas de la régression linéaire simple.
C'est-à-dire que le fait d'avoir une deuxième variable n'affecte pas la confiance que j'ai envers ma première variable parce que, parce que mes deux nouvelles variables explicatives, x1 et x2, sont complètement détachées. Et c'est donc l'intuition derrière le calcul de la variance lorsque lorsque r carré tend vers 0. Et on vient donc de corriger un petit peu nos formules pour la variance. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu deux choses très importantes. Les résultats qu'on a obtenus pendant la régression linéaire simple, souvent ne tiendront pas lorsqu'on étudie la régression linéaire multiple. Et le grand coupable du fait que nos deux équations initialement obtenues ne fonctionnent plus, eh bien, c'est le concept de corrélation entre mes nouvelles variables de ma régression linéaire multiple. Lorsque mes différentes variables de ma régression linéaire multiple ne sont pas corrélées, eh bien, les résultats qu'on a obtenus pendant la régression linéaire simple sont souvent encore valables. Mais lorsque vous commencez à avoir de la corrélation entre vos différentes mesures comme ça, c'est là qu'on va voir apparaître des biais dans l'estimation de nos paramètres et dans l'estimation de nos variances. Et il va donc falloir corriger il va falloir corriger nos estimateurs pour prendre en compte cette nouvelle corrélation-là. Mais tout découle vraiment au final de la régression linéaire simple et des résultats qu'on a déjà vus ensemble. Dans la prochaine capsule, maintenant qu'on a fait le tour, maintenant qu'on a fait bien ensemble le tour de ces estimateurs-là, eh bien, on va commencer à discuter davantage des tests statistiques. Et donc, ça, c'est ce qui va venir dans les prochaines capsules. Mais si vous avez suivi les 3, 4 premières séances qu'on a fait ensemble, vous devriez commencer déjà à avoir une bonne base de ce que représente l'économétrie universitaire.